C'est pas nécessaire. C'est toi qui l'appelles pas d'un coup. On passera très Moi, je bien. l'appelle Monsieur le Sénateur Arnaud, je dis les deux, moi. Voilà. Merci beaucoup. Arnaud, c'est moi aussi. Mais c'est son prénom. C'est vrai. On peut se J'ai passer oublié mes lunettes. du casque. Oui, oui, bien sûr. Il faut juste bien parler en face du micro. Relevez-le si vous voulez. Il vous le dira le technicien Voilà. si vraiment. Pour pas que vous soyez bloqué, relevez, mettez-le à votre On y va. taille. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Florence Sueur au micro, bien sûr, accompagnée de Philippe à la technique. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Et vous pouvez nous suivre, bien sûr, en FM 98.0, mais aussi en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie, et sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Alors, les thèmes du jour, eh bien, aujourd'hui, c'est spécial avis de sénateur, car j'ai la chance d'avoir à mes côtés Arnaud Bazin. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes sénateur du Val d'Oise, membre de la Commission des finances et vous avez été renouvelé également dans votre présidence du comité de déontologie du Sénat. En ce moment, vous ne chômez pas. Mesures Covid, plan de relance, projet de loi de finances pour la sécurité sociale, groupe d'études animales et société. Vous avez aussi rendu votre rapport sur la solidarité, insertion, égalité des chances dans le cadre du projet de loi de finances 2021. Voilà un peu tous les sujets, mais pas que, dont nous allons parler ensemble. Et puis ensuite, nous rejoindrons Pascal Boniface, si vous voulez bien, Arnaud Bazin, notre expert international sur le thème du monde selon Biden. Et là, je vous poserai bien sûr quelques questions. Et puis ensuite, nous entendrons l'entretien toujours de Pascal Boniface avec Éric Orsena sur les grands défis de ce monde. Et Dieu sait s'il y en a. Mais on est vendredi. Et donc, avant de commencer cet entretien exclusif avec Arnaud Bazin, sénateur du Val d'Oise, nous allons commencer par nous faire du bien avec notre experte en bien-être, Céline Mestre sur la concentration. Bonjour Florence, bonjour à tous. Dans cette nouvelle chronique bien-être, je me propose de vous parler aujourd'hui de la concentration. Alors beaucoup d'articles et de reportages traitent depuis quelque temps des difficultés de concentration, notamment chez les enfants et les adolescents. La faute aux écrans notamment, aux sollicitations permanentes qui empêchent de rester focalisé sur une même tâche un long moment. Mais le manque de concentration peut aussi toucher les adultes qui zappent en permanence d'une activité à une autre, d'une idée à une autre. Et saviez-vous que la sophrologie vous aide à développer vos capacités de concentration ? En effet, fermer les yeux, c'est déjà se concentrer. Et je commence presque toujours mes séances par cette phrase. Je vous invite à fermer les yeux pour vous poser, vous recentrer, vous isoler du monde extérieur. En effet, fermer les yeux coupe les informations visuelles qui arrivent au cerveau et permet déjà en soi de se concentrer. Faites le test, passez votre prochain coup de téléphone les yeux fermés, vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'écoute et beaucoup mieux connecté à votre interlocuteur. Vous pouvez aussi apprendre à observer votre respiration. La sophrologie, comme d'autres disciplines telles que la méditation ou le yoga par exemple, s'appuie avant tout sur la respiration. En sophrologie, il s'agit de passer d'une respiration automatique à une respiration consciente, volontaire, maîtrisée, ce qui demande une certaine concentration. Avec un peu d'entraînement, on peut observer sa respiration de plus en plus longuement. Observer par exemple le rythme de sa respiration naturelle. Est-ce qu'on respire naturellement plutôt lentement, plutôt rapidement ? Est-ce qu'on marque une pause entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expire et l'inspire peut-être ? Observez aussi ce qui bouge dans notre corps quand on respire, le ventre, le thorax, les épaules. Observez l'air qui entre et qui sort de son nez au fil de ses respirations, vous voyez ? Il s'agit de rester simplement concentré quelques minutes sur sa respiration. Vous pouvez aussi pratiquer un exercice spécifique de respiration pour installer du calme et retrouver toute votre concentration. Par exemple, pensez à un lieu ou à une sensation qui vous apaise. Un lieu de vacances, le bord de mer, la campagne, la montagne, ou bien le bruit de l'eau ou la sensation du sable qui coule entre vos doigts. Et allongez progressivement l'expiration par rapport à l'inspiration. Autrement dit, concentrez-vous sur deux choses en même temps, une image mentale ou une sensation agréable et votre respiration.
Pas évident au début, mais très efficace pour progresser en termes de concentration. La sophrologie est une méthode psychocorporelle basée sur la respiration et également sur la conscience des ressentis, des perceptions, des sensations. Petit à petit, au fil des séances, on apprend à se mettre à l'écoute du corps, donc à se concentrer sur ce que l'on ressent pour pouvoir libérer les tensions quand les ressentis sont négatifs et apprécier le bien-être quand les ressentis sont positifs. Les relaxations dynamiques, notamment spécifiques à la sophrologie, proposent d'effectuer certains mouvements corporels doux en pleine conscience pour atteindre une détente musculaire et apprécier ce lâcher-prise. Il s'agit donc de se concentrer sur ce que l'on fait pour pouvoir effectuer des mouvements souvent synchronisés avec la respiration. Une technique spécifique existe en sophrologie pour améliorer sa concentration. Il s'agit de la sophroconcentration sur objet. En état de détente et de relaxation, il faut se concentrer le plus longtemps possible sur un objet de son choix, les yeux fermés, comme s'il était vraiment là. Alors choisissez un objet, fermez les yeux et pensez à cet objet en laissant venir tous les détails. Quelle est sa forme, sa couleur, sa texture? A-t-il une odeur? À votre avis, quel poids fait-il? Produit-il un son? Observez-le du dessus, du dessous, tournez mentalement autour de lui. Demandez-vous d'où il vient, ce qu'il va devenir, et vous voyez, vous restez concentré sur cet objet imaginaire plusieurs minutes. Merci de votre attention, on se retrouve la semaine prochaine, avec plaisir, à bientôt. Voilà de quoi vous détendre pour bien terminer votre semaine. Merci à Céline Mestre pour tous ses conseils. Alors, présidence de la Société du Grand Paris, Arnaud Bazin. Je rappelle que c'est un entretien aujourd'hui exclusif avec le sénateur du Val d'Oise. Donc, on va commencer notre premier sujet du jour, si vous voulez bien. Présidence de la Société du Grand Paris. Donc, le gouvernement décide seul contre tous, déclarent les 7 présidents des conseils départementaux d'Île-de-France. Le Grand Paris a connu bien des difficultés ces dernières années, compte tenu des remises en cause par le gouvernement sur le calendrier de la réalisation comme sur la gouvernance. À l'occasion de l'élection du nouveau président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, la SGP, cet automne, le gouvernement semblait disposé à ce que pour la première fois, un président de département soit élu à sa tête. La candidature de François Durovray, président de l'Essonne, très bon connaisseur des questions de mobilité, avait fait l'unanimité, mais au dernier moment, le gouvernement a imposé un candidat. Les 7 présidents des conseils départementaux s'estiment donc méprisés par le gouvernement. Ils se sont retirés de cette séance du conseil de surveillance et donc du vote. Qu'en pensez-vous, Arnaud Bazin? Moi, je ne suis pas surpris parce que j'ai fréquenté ce conseil de surveillance pendant 7 ans en tant que président de ce département. J'ai tout de suite été frappé par la majorité qui a l'État installé donc dès l'origine, puisque sur 21 membres, 11 sont des hauts fonctionnaires de l'État qui sont au garde à vous, évidemment, devant les desiderata du ministre, du Premier ministre et éventuellement du Président de la République. Donc ça n'est pas une surprise. C'est un lieu de pouvoir et l'État y a installé son pouvoir dès le début. Nous avons d'ailleurs rendu avec quelques-uns de mes collègues de la Commission des Finances, nous étions constitués en groupe d'études, un rapport sur la Société du Grand Paris et en particulier sur les dérives de coûts qu'on a connues depuis le début. Nous avons fait un certain nombre d'observations. Donc là, vous parlez de la commission d'études du Sénat. Oui. Issu de la Commission des Finances. Donc, ils viendront un rapport, vous trouverez sur le site du Sénat si le sujet vous intéresse. Le sujet fondamental, c'est que l'organisation qui a été choisie, donc dédiée à ce seul projet, parce qu'on aurait pu aussi inclure ça dans un autre type de fonctionnement, me paraissait justifié au départ, à savoir qu'un très gros objet, avec un aussi gros besoin de financement, méritait qu'on mobilise toutes les énergies d'une structure autour de sa réalisation. Ça me paraissait normal. En revanche, le choix non pas d'un conseil d'administration comme organe de gouvernance, mais un conseil de surveillance, pardon, c'est un peu technique, mais a été, me semble-t-il, fondamentalement une erreur, parce que le conseil de surveillance n'a pas les moyens de surveiller réellement ce qui se passe. En fait, vous avez un directoire de 3 personnes, avec un président du directoire, qui sont entièrement nommés par l'État, et qui sont en fait les effecteurs de l'État. Et à aucun moment, le conseil de surveillance n'a pu effectuer réellement sa mission de surveiller ce qui se passait. Et nous n'avons appris les choses qu'au fur et à mesure, après que déjà les problèmes aient été constatés et réalisés malheureusement.
Donc, si je vous entends bien, vous parlez au niveau de cette commission des finances du Sénat d'une dérive de la surveillance donc, du Grand Paris, donc de la gestion du Grand Paris. On a entendu évidemment des sommes astronomiques, on a même vu donc des rapports où des sénateurs s'exprimer sur les dérives financières justement que coûte la Société du Grand Paris. Alors, est-ce que vous avez proposé des améliorations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Et est-ce que le gouvernement l'accepte? Alors, d'abord, le projet a été recalibré et chiffré de façon beaucoup plus fiable que ce qu'il était au départ, ce qui ne nous avait pas évidemment été dit et que nous n'avions pas pu apprécier vu le manque de moyens que nous avions en termes de conseil de surveillance. On est passé d'une quinzaine de milliards à 35 milliards, 38 milliards, d'une part. Il faut rappeler quand même que l'État avait promis de financer 4 milliards d'euros sur fonds nationaux qui n'ont jamais été donnés. Il faut aussi rappeler que plus de 3 milliards ont été dédiés au moment où le Grand Paris, la Société du Grand Paris rentrait des recettes et avait très peu de dépenses. En fait, sont partis pour d'autres objets, notamment la modernisation des RER, notamment pour mettre en place aussi le projet EOL. Donc il faut quand même aussi faire la part des choses dans les dépenses du Grand Paris. Tout n'était pas dédié au projet du métro du Grand Paris. Donc nous avons mis en évidence ces dérives financières. Nous avons aussi interrogé le modèle de financement pour voir s'il était solide, si la dette était soutenable dans la durée. Et nous avons fait quelques préconisations, notamment prévoir une durée d'amortissement plus longue que celle qui était prévue, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, puisqu'il faut savoir que le métro de Paris, celui que nous avons et que nous fréquentons aujourd'hui, ce métro a été amorti sur une centaine d'années, en fait. Donc qu'on passe de 35 ou 40 à 70 ans ne nous paraît pas choquant. Cependant, il faut qu'on ait un modèle de financement soutenable avec un remboursement de la dette et pas une dette perpétuelle comme ça a été évoqué à un moment. Et donc, quels espoirs alors pour le futur dans cette gestion du Grand Paris, de la Société du Grand Paris? Première chose qu'il faut dire, c'est que nous avons besoin de cette infrastructure et que c'est une infrastructure qui a un coût, mais qui va aussi avoir une rentabilité très affirmée. Il va y avoir du développement économique, du développement foncier autour de ce grand anneau de métro autour de Paris. Et c'est peut-être le seul investissement public significatif qui soit aussi rentable. Donc ce projet doit être réalisé, et l'espoir que nous devons partager, c'est qu'il soit réalisé dans des délais raisonnables. Bon, ils ont été un peu recalés malheureusement, plus pour des raisons déjà techniques. Parlé voilà. Plusieurs fois à ce micro. Mais il faut qu'on s'en tienne maintenant au calendrier. Certaines fois pour 2030 même, pour certaines voies. Oui, notamment pour aller jusqu'à Roissy. Et ça, c'est un combat pour le Val d'Oise. Nous ne devons pas laisser tomber, bien évidemment, la partie de la ligne 17 qui va jusqu'à Roissy, et au-delà même au Mesnil-Amelot, puisque là, c'est aussi un facteur d'accès à l'emploi. Mais actuellement, ADP et le transport aérien ne sont pas en très grande forme pour les raisons qu'on connaît, mais on a tout lieu de penser que sous 2 ans, les choses vont quand même repartir dans une dynamique différente. Et à ce moment-là, l'accroissement du trafic aérien doit profiter aux Valdoisiens. Ce sont les Valdoisiens qui en subissent le plus gros des conséquences néfastes. Il est indispensable que nos habitants puissent accéder à cette mine d'emploi qu'est la plateforme ADP. D'une part, mais deuxièmement, suite à l'arrêt du projet Europa-City, est-ce que vous croyez que cette ligne va se faire? Est-ce que vous pensez que l'argument ne va pas être, eh bien, puisqu'il n'y a plus de projet de développement économique d'envergure, on n'aura pas peut-être cette ligne? Alors, la ligne 17, donc jusqu'à Roissy. On ne peut pas nier qu'il y ait aujourd'hui une panne sur le développement économique du triangle de Gonesse. Moi, je reste convaincu que les éléments objectifs favorables au développement économique sur ce territoire resteront quoi qu'il arrive et on vivra d'autres époques. Bon, c'est une chose. Mais d'autre part, pour ce qui est de la ligne elle-même qui doit desservir la plateforme aéroportuaire, ce serait quand même énorme qu'on ait fait le Grand Paris Express, qu'on soit allé jusqu'à Orly, qu'on ait contourné toute la capitale et qu'on n'aille pas sur la première plateforme aéroportuaire européenne en termes de trafic. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'on ne desserve pas Roissy avec ce métro automatique. Ça n'aurait aucun sens. C'est-à-dire que le dirigeant politique qui prendrait cette responsabilité de laisser tomber cette partie de la ligne prendrait un risque énorme et on serait responsable devant l'ensemble de la population. Donc en tant que sénateur, vous y veillerez, j'imagine.
Mais nous sommes très attentifs au développement du Grand Paris. Nous avons des débats réguliers en commission des finances, en particulier sur ce sujet, parce que pour financer, il a été prévu des taxes. La tentation est d'augmenter ces taxes, d'augmenter leur montant, d'augmenter leur périmètre. Donc là-dessus, nous sommes très attentifs, bien évidemment, surtout qu'encore une fois, c'est dû au fait que, originellement, l'État n'a pas versé les 4 milliards qu'il devait verser au projet. Donc c'est un sujet qui est régulièrement évoqué chez nous, et on est la preuve d'ailleurs, le rapport tout récent là, qui vient de paraître, dont je vous faisais la référence. Merci beaucoup Arnaud Bazin pour ce commentaire sur ce sujet donc de la Société du Grand Paris. Autre sujet, si vous voulez bien, c'est la nouvelle saison 2020-2021 du VO Bot, ou VOBOT si vous voulez, qui est officiellement lancé en Val d'Oise, initié depuis 2018. Ce dispositif consiste à faire découvrir l'environnement robotique et le codage aux collégiens. Cette année, 40 collèges du Val d'Oise participent à l'événement 2020-2021. Ce challenge, en fait, contribue au développement des apprentissages fondamentaux que sont les mathématiques, l'informatique, le langage, la rédaction ou même l'art. Et c'est sous forme, bien sûr, concrète et ludique, car dans un futur proche, eh bien, les jeunes seront de plus en plus amenés à programmer des robots dans leur cadre professionnel. Le département du Val d'Oise souhaite donc apporter son concours au développement des compétences des collégiens et de se protéger dans les métiers du numérique de demain, a déclaré Marie-Christine Chiavecchi, présidente du département du Val d'Oise. Alors je rappelle que VO Bot, le challenge, donc, se déroulera le 27 mai 2021 au centre à Aubonne, au CDFAS, évidemment, comme on dit. Autre information, Arnaud Bazin, si vous voulez bien, c'est la poursuite du soutien économique massif aux entreprises contraintes de fermer pendant le reconfinement, a promis Jean Castex, notre Premier ministre, hier soir. Maintient donc des mesures de confinement. J'assume mes responsabilités, a-t-il dit, en termes de protection contre l'épidémie. J'entends les assumer de la même manière pour protéger les victimes économiques du confinement. Et du coup, le Premier ministre a également déclaré qu'il souhaitait permettre un nouvel allègement. Il espère pour les vacances de Noël si la situation s'améliorait. Bruno Le Maire en a profité pour annoncer un crédit d'impôt finalement de 50% pour les bailleurs immobiliers au lieu de 30% prévu au départ. Alors évidemment, Arnaud Bazin, la question que je vous pose, que pensez-vous de ce confinement? Que pensez-vous de toutes ces mesures d'aide? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Comment va-t-on faire? Comment vont faire les entreprises pour rembourser les prêts? Est-ce que vous y croyez au remboursement des prêts? Est-ce qu'on va ne pas voir des faillites successives au premier trimestre ou au premier semestre de l'année 2021? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, je vous l'accorde. On va commencer par le début, si vous voulez bien. D'abord, je pense qu'il faut souligner que nous avons été collectivement, c'est-à-dire les citoyens, les responsables politiques, les responsables administratifs, dans le déni vis-à-vis du problème qui nous était posé. On voyait bien ce qui se passait en Chine. On pensait que ça n'arriverait jamais jusque chez nous. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler les propos de Mme Buzyn en janvier de cette année encore. Ensuite, quand la vague est arrivée en Europe, en Italie, on n'a toujours pas pris vraiment de disposition, on n'a pas sonné la mobilisation générale, on était encore dans le déni. Et puis, il faut reconnaître que personne ne s'en est vraiment indigné, à part quelques voix très isolées. Ensuite, quand le problème a commencé à se manifester chez nous, eh bien, il se trouve que je fais partie de la commission d'enquête du Sénat, justement, sur la pandémie en France, sur la Covid-19 en France. Donc nous avons bien vu que ce qui se passait dans l'Est, cette montée brutale suite au rassemblement évangélique avec la submersion du système hospitalier, tout ça n'était pas pris en compte au niveau central. Nous en avons les preuves maintenant par les échanges de mails, etc. L'Est, la région appelait au secours et il ne se passait rien au niveau central. C'est-à-dire qu'on n'y croyait pas, en fait. Et manifestement, en tout cas, il y a un effet de sidération. Je répète le mot déni, peut-être est-il trop fort à ce moment-là du sujet, du développement de la pandémie. En tout cas, il y a un effet de sidération, il n'y a pas de réponse du central. Et ce n'est venu que très tardivement. Donc, je crois qu'il faut que tout le monde, parce qu'à mes yeux, c'est un échec politique, administratif et citoyen que cette affaire-là. Les citoyens n'ont pas suffisamment pris en compte la réalité du risque. On a vu
le relâchement qu'il y a eu pendant l'été, après que la première période de confinement, du vrai confinement sévère, a produit ses effets. Le système administratif n'a pas été à la hauteur non plus. Et Dieu sait que nous avons une administration pourtant puissante, ancienne et organisée. C'est d'ailleurs un de mes sujets de réflexion à titre personnel. J'avais, quand j'ai été élu sénateur, un certain passé, plus de 20 ans d'élu local derrière moi, donc il y avait quelques petites choses que j'avais quand même intégrées sur le fonctionnement de ce pays, mais j'avais encore une illusion fondamentale, c'était celle de la haute compétence de notre haute administration. Et à travers mes fonctions de sénateur, je m'aperçois dans différents domaines que cette compétence mérite d'être interrogée. Je ne pense carrément, pas... vous pensez qu'il Oui. faut s'interroger sur Oui, la haute sur la administration. compétence de notre haute administration. Ce n'est pas un propos démagogue, parce qu'évidemment, il y a des gens de valeur dans l'administration. Il faut savoir si ce sont des faillites personnelles qu'il y a à certains endroits ou si c'est un problème systémique d'organisation. Est-ce que vous pensez que ça vient de leur formation ou bien En l'état, comme j'essaie d'être honnête intellectuellement, je ne peux pas donner de diagnostic définitif. Je pense qu'il y a certainement un problème de formation quand même, un problème de consanguinité, de non-renouvellement, et puis d'organisation générale, de statut, qui fait que les gens sont confis dans certaines fonctions. En tout cas, j'ai quelques exemples assez anodins, mais qui ont des conséquences financières importantes, qu'on a pu mettre en évidence à la Commission des finances, particulièrement dans mon rapport spécial sur l'aide alimentaire. Je suis très très rapide là-dessus, sur l'aide alimentaire. L'aide alimentaire est très largement, c'est de plus en plus important dans notre pays, puisque malheureusement nous avons de plus en plus de pauvres qui ont besoin d'être aidés pour leur alimentation quotidienne en quantité et en qualité aussi, c'est quand même négligeable. Donc on a un système avec du bénévolat qui est très, très organisé, qui est solide, qui rend un service très très important. Moi j'estime à 500 millions d'euros la valorisation du bénévolat dans la distribution d'aide alimentaire, c'est quand même considérable. On l'a montré dans notre rapport avec mon collègue Éric Bocquet, puisque nous partageons ce rapport spécial. Donc nous avons Je rappelle ça, que vous parlez du ça rapport fait sur la solidarité, insertion et égalité des chances. Parce que l'aide alimentaire en relève. Donc simplement ce que je voulais dire, c'est que ça repose à 80% sur des fonds européens. Et nous avons monté une telle usine à gaz dans notre pays que nous ne sommes même pas capables, nous n'avons même pas été capables les premières années de présenter des documents convenables à l'Union européenne pour nous faire rembourser la part qui nous revenait. Ce qui fait qu'on a charrié dès le départ 15 ou 20 millions d'euros de pertes en quelque sorte de ce fait-là. Parce qu'on a monté, c'était purement administratif, avec des cahiers des charges pour les appels d'offres, etc. Et on a multiplié les difficultés et à l'arrivée, on ne sait pas se faire rembourser. Deuxième exemple rapide, en ce qui concerne la PAC, qui est beaucoup moins mon sujet, mais auquel j'étais attentif pour le rapport de mes collègues à la Commission des finances, sur la PAC, on a aussi énormément de mal à faire rentrer l'argent pour payer nos agriculteurs parce qu'on n'a pas foutu de gérer l'aspect administratif avec notamment la connaissance fine des parcelles qui nous était demandée. Je pense aussi qu'on a dû en rajouter des couches d'exigences que l'Europe n'avait pas au niveau national. Voilà, ce sont des exemples. Et sur la pandémie, là, enfin, aujourd'hui, du point de vue administratif, ce sont les mêmes qui gouvernent, qui dirigent cette administration, que ceux qui ont renoncé à stocker les masques après que ceux qui avaient été commandés pour la grippe aviaire sont venus à péremption, quand même, il faut le savoir. Donc je résume ce que vous avez dit. La Covid, finalement, cette pandémie, c'est un échec politique, administratif et citoyen. Et là, vous parliez du côté administratif, après avoir parlé du côté politique, mais finalement, pour résoudre tous ces énormes problèmes, c'est quand même énorme ce que vous venez de nous donner comme exemple entre l'aide alimentaire et puis par exemple la PAC au niveau des financements européens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la France puisse s'améliorer, supprimer toutes ces demandes de paperasse inutiles? Mais ça, les entreprises privées, elles le réclament depuis longtemps. Oui, on parle de normes, trop de normes. Au Sénat, on essaye de libérer le pays des normes. Honnêtement, c'est un sujet extrêmement complexe. Je pense qu'il est indispensable toutefois de régénérer notre administration et puis de faire cesser cette consanguinité qui est arrivée à son apogée aujourd'hui entre le politique et l'administratif. Regardez d'où viennent nos dirigeants, qui est notre président de la République, qui ont été nos premiers ministres, qui sont l'essentiel de nos ministres. Tout ça, c'est l'administration passée du côté politique. Alors,
je ne dis pas que... Mais on voit aussi Ça n'a pas quelques la haute avantages. administration venir à des mandats pour se faire élire. Ça bien va dans les ça. deux sens. Ça va dans les deux sens. Mais le problème, c'est qu'ils viennent plutôt chercher une légitimité sans être passés par diverses étapes intermédiaires. Je pense que c'est un sujet aussi de connaissance fine du concret du pays. Mais de toute façon, aujourd'hui, on ne peut que faire le constat de ce blocage, de ces déficiences, et il va falloir s'interroger de façon très très large. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir mené toute cette réflexion à terme, bien évidemment, mais sur la façon dont nous sommes gouvernés et administrés. Alors vous-même, dans la vie civile, j'allais dire, vous êtes vétérinaire, vous avez eu pendant longtemps votre cabinet. Finalement, ce que vous dites, c'est tout élu devrait au moins avoir eu un emploi pendant un certain nombre d'années dans la vie civile. Est-ce que ça pourrait être une solution pour résoudre... Je ne pense pas qu'il faille interdire aux fonctionnaires de briguer des fonctions électives. Non, je ne suis pas jusque-là. Mais je pense que une sorte de cursus, de parcours qui part de la base pour progressivement amener à des responsabilités plus importantes est toujours utile. D'avoir eu en effet une activité salariée ou d'entreprise est certainement un atout. D'avoir été un élu local pendant un certain temps à différents niveaux en est un autre aussi. On a en face de nous un modèle complètement différent qui est celui de l'énarque, qui est chef d'administration centrale, qui va se faire légitimer en allant recueillir un fief, comme on dit, une grande mairie ou une grande région, et qui ensuite va proposer ses solutions à la population. C'est un autre modèle qui, je pense, aujourd'hui a montré toutes ses limites. En tout cas, on est en faillite sur cette affaire de Covid, c'est clair. Continuons sur l'affaire du Covid, si vous voulez bien, Arnaud Bazin. Je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise. Dans les hôpitaux d'Île-de-France, pour le moment, pas de saturation à court terme. Les délits de réanimation par les patients atteints du Covid-19, mais les soignants s'inquiètent désormais du niveau d'activité très élevé tout au long de l'hiver, en fait toute l'année, alors que les équipes, bien sûr, sont épuisées. Il y a des arrivées régulières, mais pas en masse. On n'est pas complètement submergé, a déclaré Jean-Louis Dubost, le chef du service de réanimation du centre hospitalier de Pontoise. Actuellement, 32 lits de réanimation sont ouverts dans l'établissement contre 22 d'ordinaire. Au plus fort de la vague au printemps, l'hôpital avait compté jusqu'à 45 lits. Pourquoi, à votre avis, Arnaud Bazin, y a-t-il si peu de lits de réanimation pour un département, là j'ai pris le cas du Val d'Oise, qui a plus d'1 million de population? On savait qu'une seconde vague allait arriver. Comment se fait-il qu'on ne peut pas ouvrir de lits supplémentaires et on dit aux graves malades de cancer, on reporte les opérations, qu'elles soient de cancérologie ou d'autres. Donc, pourquoi ? Alors, plusieurs remarques sur ce que vous venez de dire avant de répondre directement à la question. Plus fort de l'épidémie, nous avons eu 45 lits de réa en effet à Pontoise, mais il faut dire quand même qu'on a évacué aussi des malades, hein, que la province nous a aidés, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, le nombre de lits limité dans le Val d'Oise est assez comparable à ce qui se passe dans le reste de la Grande Couronne, puisqu'en fait on est dans une situation très particulière en Île-de-France avec une centralisation très très forte sur Paris avec la PHP. Donc ça en soi c'est pas forcément critiquable, c'est un choix d'organisation. On peut comprendre que pour des raisons d'efficacité et de compétences aussi, on ait mis des moyens plus importants sur le centre, sur Paris et la Petite Couronne. Je ne considère pas à titre personnel que ça soit un problème réel si une fois dans votre vie, vous devez avoir passer quelques jours en réanimation. Si votre famille est dans le Val d'Oise et qu'elle doit aller à Paris, on l'a tous fait, hein, plus ou moins, c'est pas insupportable, évidemment. Bien sûr. Donc c'est un choix d'organisation. En revanche, pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés ? Alors, d'abord, cette maladie est très particulière puisque le goulot d'étranglement, c'est l'accès à la réanimation, puisque la réanimation peut être nécessaire pour certains malades, qu'elle va augmenter leurs chances de survie. C'est pas du tout une garantie de survie d'ailleurs, parce que malheureusement il y a beaucoup de malades qui décèdent en réanimation, mais enfin c'est donc le point critique, c'est là que ça passe. Habituellement, nous avons 5700 lits de réanimation en France, et ça suffit. Ça suffit aux besoins des accidents aigus qui peuvent survenir aux personnes. Augmenter la capacité a été prévu, a été fait dans la première vague, mais en effet, ça a été fait au détriment des autres patients, de ceux qui vont
peut-être un infarctus et qui n'ont pas pu aller jusqu'aux urgences, peut-être un AVC, ou on l'a fait aussi en déprogrammant des interventions chirurgicales dont on sait qu'elles amènent nécessairement le patient en réanimation après. Donc il n'y a pas eu à ce moment-là, et c'est un point que nous soulevons aussi dans notre commission d'enquête au Sénat, il n'y a pas eu de réflexion éthique pour savoir ce qu'on déprogrammait, si on le faisait consciemment, en assumant ce risque-là. On a en fait assisté à une déprogrammation massive en disant tout Covid, et on a oublié les autres malades. Et là, il y a des gens qui ont perdu des chances de guérison ou de survie plus longue de ce fait-là. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu, c'est à vérifier quand même, qu'on soit dans une réflexion éthique aussi pour faire ces choix-là. Et l'éthique, c'est de la morale en action. C'est-à-dire qu'on est dans une situation particulière, on sait très bien qu'on ne prend pas des décisions idéales et non critiquables, mais elles doivent être argumentées, partagées et acceptées. Acceptées par le public et partagées. Les décisions éthiques, ça ne se prend pas tout seul dans son coin, ça se prend dans un débat entre spécialistes et aussi société civile. Ce débat-là, on n'a pas eu, me semble-t-il. Donc la démocratie sanitaire, ça a été la grande perdante de toute la première crise, la première vague que nous avons eue. Je n'ai pas l'impression qu'elle a été ressuscitée pour la deuxième vague. Encore une fois, ça sera vérifié, nous le regarderons de près. Donc déni de démocratie, vous dites carrément. Déni de démocratie sanitaire, oui, il est prévu qu'il y ait des débats éthiques. Là il y a un choix à faire. Quand même. Mettons-nous à la place de la personne à qui on a diagnostiqué un cancer, qui est dans un état d'anxiété terrible, Bien sûr. qui veut être opéré le plus vite possible, parce qu'on est tous pareils dans ces circonstances-là, pour avoir le plus de chances possible de se débarrasser du problème, et on lui dit, oui, mais là, ça ne va pas être possible, revenez dans 3 mois. Déjà, ces 3 mois-là, ils vont être très, très difficiles à passer, psychologiquement. Je ne vous parle même pas de la perte de chance, parce qu'après, il faut les mesurer statistiquement, c'est des dispositifs un peu plus compliqués. Mais déjà, rien que ça c'est une violence qui est faite aux personnes. Donc, dédier toutes les places au Covid, ou en tout cas déprogrammer massivement, c'est un sujet éthique qui méritait d'être abordé beaucoup plus profondément que ce qu'on a pu voir. Alors justement, on maintient le confinement car le personnel hospitalier est débordé et à bout de souffle, j'allais dire épuisé. Mieux payer les infirmières, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Alors on fait en ce moment, on donne des subventions et des prêts aux entreprises, mais à ce moment-là, pourquoi ne prend-on pas à ce moment-là une dette auprès de l'Europe pour mieux payer les infirmières, pour avoir du personnel qui soit motivé à venir travailler? Le Ségur de la santé avait cette vocation, on voit ce qu'il en est arrivé. Si nous avions été aussi dans un état d'équilibre budgétaire, un état des finances publiques convenable, nous aurions certainement pu faire davantage d'efforts, y compris hors budget de la sécurité sociale, en sollicitant le budget de l'État. Mais aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'on est dans une situation financière calamiteuse, parce qu'aucun effort n'a été fait sur la dépense publique depuis longtemps, parce que nous ne créons plus assez de richesses aussi, notre croissance n'est pas suffisante depuis longtemps pour faire face à la croissance de nos dépenses. Donc nous avons un sujet d'importance. On peut donner un exemple sans abuser des chiffres qui est très parlant. Avant la crise financière de 2008, à laquelle l'Europe et le monde avaient dû faire face, le taux d'endettement de l'Allemagne et de la France était le même, peut-être 60% à peu près. Et au lendemain de cette crise, les deux pays avaient fortement augmenté et nous sommes arrivés à près de 100%, mais l'Allemagne, elle a fait des efforts, elle est redescendue en dessous de 60%. Elle est sur une trajectoire de désendettement et d'excédent budgétaire. À partir de là, quand il arrive une catastrophe, comme ça nous arrive, elle est en état de répondre financièrement. Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est gentil, mais quoi qu'on en dise, l'argent n'est pas aussi magique. Il est magique provisoirement parce que les taux d'intérêt sont ridiculement bas, mais il n'a pas vocation à l'être éternellement. Donc nous sommes en situation de fragilité parce que ce pays n'a pas fait les réformes nécessaires, que les réformes qui avaient été annoncées par Emmanuel Macron n'ont pas été faites, que la trajectoire budgétaire qu'il a fait lui-même voter jusqu'à 2022, 2018, 2022, eh bien, depuis 2 ans déjà, elle n'est pas respectée parce qu'en fait, nous avons continué à augmenter la dépense publique sans avoir les recettes nécessaires pour le faire. Nous avons fait ça par l'endettement. Nous sommes dans une situation de fragilité et quand une catastrophe arrive, nous ne sommes pas capables d'y répondre correctement. Alors on y répond en aggravant encore notre endettement, ça sera très provisoire et de toute façon, ça aura des conséquences.
Alors justement, tout à l'heure, je vous posais la question, la dette, le fait que les petites entreprises sont soutenues par le gouvernement, elles ont contracté donc une dette au niveau de l'État. Vous pensez qu'elles pourront rembourser? Alors, nous, au Sénat, majoritairement, nous avons voté les dispositions nécessaires pour soutenir les entreprises, parce que qu'on soigne les Français est tout à fait essentiel et qu'on ait le moins de morts possible vu la catastrophe qui nous a imposée est indiscutable. Mais il ne faut pas que les entreprises meurent non plus, parce que si les entreprises meurent, et c'est le grand danger que beaucoup d'entre elles courent aujourd'hui, eh bien demain il n'y a plus d'emploi, il y a une crise sociale, une crise politique, il y a des gens qui vont physiquement mourir aussi, tout simplement, on sait comment ça se passe, hein, qui seront désespérés. Donc il faut absolument tenir ces entreprises à flot. La question est de savoir si les dispositions prises sont suffisantes. Nous, en tant que majorité sénatoriale, nous soutiendrons les dépenses nécessaires, malheureusement incontournables aujourd'hui, y compris par l'endettement, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, malheureusement, j'ai expliqué pourquoi à l'instant, et nous le soutiendrons pour que ces entreprises puissent survivre le temps nécessaire. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire un confinement autre, comme l'ont fait les Pays-Bas par exemple? Oui, qui ont un taux d'incidence pas plus fort que le nôtre? Et qui n'ont pas confiné de la même manière. Il faut souligner qu'en Europe, la situation est assez catastrophique partout, quand même, et mauvaise. Et les dispositions sanitaires pouvaient être différentes ici ou là, et que manifestement, on a quand même un assez mauvais résultat partout. Le confinement efficace, c'était le confinement de la première vague, on l'a vu, ça l'a cassé. Mais moi, j'ai toujours dit nous n'aurions jamais les moyens financiers, et puis aussi en termes de conséquences sociales, de le pratiquer une deuxième fois. Le nouveau confinement, entre guillemets, c'est un confinement light. En effet, ce n'est pas la réitération du premier. Il est encore trop tôt pour dire s'il est efficace. Moi, je suis quand même inquiet parce que manifestement, les contacts, le brassage reste quand même assez important, même s'il semble amorcer une légère décrue de la pandémie. Ce qui m'inquiète aussi, ça a été le comportement insouciant de la population pendant la période de déconfinement, où certains ont acquis les réflexes nécessaires, les gestes barrières, etc. Mais manifestement, il y a quand même eu un relâchement d'une partie de la population sur la nécessaire prudence pendant l'été. Ceci dit, la réouverture des collèges et lycées a quand même beaucoup contribué à la diffusion du virus. Donc ça, on peut le voir au niveau de cette seconde vague. Quand on a vu des classes surchargées, où les professeurs disent il y a 35 élèves, ils sont à touche-touche, la plupart au début du mois de septembre étaient sans masque. Donc là aussi, il y a quand même un petit souci. Alors, le gouvernement maintient donc le confinement, bien évidemment. Est-ce finalement pour des questions juridiques derrière ce confinement? C'est une question que je me pose depuis un moment. Vous avez vu qu'il y a des actions déjà judiciaires qui ont suivi des plaintes contre le ministre de la Santé, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Nous vivons dans une société extrêmement judiciarisée, où on a porté à un point culminant les droits de l'individu, avec un individualisme qui s'impose partout contre l'intérêt général assez régulièrement d'ailleurs. Les élus locaux le savent bien, à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes que ça dérange pour qu'on s'embarque dans 3, 4, 50 procédures et que le projet soit dénaturé ou même annulé. Donc c'est ce qu'on est en train de payer. Et cette judiciarisation, je me souviens dans mes tout débuts de conseiller général à l'époque, en 1998 ou 99, nous avions déjà fait un colloque sur le sujet en matière sociale. Et cette tendance ne fait que s'accroître et gêne l'action publique. Aujourd'hui, on sait très bien défendre les intérêts individuels. Il est beaucoup plus difficile de faire prévaloir l'intérêt général. Donc de ce point de vue, on peut penser que nos dirigeants réfléchissent, quand ils prennent des décisions, davantage à se garantir d'une action pénale par la suite que d'aller rechercher l'intérêt général au risque de leur mise en cause. Merci Arnaud Bazin, je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise. Autre sujet, si vous voulez bien, hier j'indiquais la programmation de l'achat de doses de vaccins contre la Covid par la Commission européenne auprès des 10 laboratoires qui cherchent en ce moment donc
dont bien sûr celui de Pfizer. Vous avez entendu l'annonce de Pfizer sur les recherches de leur partenaire, le labo BioNTech. En réalité, leur vaccin sera très coûteux car les conditions de conservation sont très contraignantes. Il faut des frigos à moins 80 degrés et il faut minimum 2 doses par patient. Aux États-Unis, le prix actuellement en discussion est de 39 $, c'est-à-dire 33 € par patient. Pour cette raison, donc, le vaccin Pfizer ne semble pas du tout adapté à une vaccination de masse, ni dans les pays développés, ni dans les pays en voie de développement. Et en parallèle, on apprend hier que le PDG de Pfizer a vendu pour 5,6 millions de dollars de ses actions Pfizer. On suppose donc que le gendarme de la bourse américaine va réagir compte tenu de ces sommes colossales, mais ce n'est pas le seul à avoir fait ça. Moderna également l'a fait et donc a déjà vendu plusieurs dizaines de milliers d'actions. Alors, je n'ai pas tellement envie de vous interroger sur cette vente d'actions, bien sûr, Arnaud Bazin, mais que pensez-vous de cette méthode de vaccination par l'ARN messager, vous qui avez une formation médicale? Est-ce pour vous une vraie révolution de la vaccination? Manifestement, c'est une grande percée, en effet, du point de vue technique. Maintenant, vous l'avez souligné vous-même, d'ailleurs, en évoquant les conséquences de spéculation qui découlent des annonces de possibilité de vaccination par Pfizer, mais pas seulement par Pfizer, on va en avoir plein là. On est manifestement dans une période de communication autour d'éventuels vaccins, puisqu'il y a énormément de candidats vaccins qui sont à des niveaux plus ou moins avancés de développement. Il faut être extrêmement prudent aujourd'hui sur tout ça. On est en face, encore une fois, d'une campagne de communication, et la communication, ça fait pas très bon ménage avec la science en général. Donc nous allons attendre des données précises. Il semble que le vaccin ARN ait une efficacité, mais on ne connaît pas la durée de la protection. Les effets secondaires, s'il y en a, ne sont pas évoqués aujourd'hui. En théorie, le fait d'avoir recours à l'ARN pour la vaccination ne me semble pas poser de problème de base scientifique, mais ça reste quand même à vérifier puisqu'on est dans l'innovation. Et puis, encore une fois, il y aura certainement d'autres techniques de vaccination. Peut-être qu'on aura recours d'ailleurs à plusieurs types de vaccins au fur et à mesure du temps pour relancer l'immunité. Peut-être est-ce qu'ils auront des effets complémentaires les uns vis-à-vis des autres, c'est pas exclu non plus. Donc tout ça, il faudra le voir sur la base de faits scientifiques. On sait évidemment évaluer toutes ces choses-là, mais ça prend du temps. C'est ce que nous n'avons pas aussi, donc il faut garder la tête froide sur ces sujets-là. Si on veut faire trop bon marché du temps nécessaire pour évaluer et l'efficacité et les risques, eh bien nous risquons d'avoir des problèmes en effet. Donc moi je ne suis pas du tout sceptique sur la vaccination, je trouve que de toute façon ça va être la seule façon de sortir du problème, mais il va falloir malgré tout respecter un certain temps avant de généraliser les choses. Merci pour cet avis, Arnaud Bazin. Alors, si vous vous demandez qu'est-ce que l'ARN messager, eh bien, réécoutez notre émission d'hier. J'ai expliqué cette technique. Alors, justement, vous posiez la question, eh bien, Arnaud Bazin, où en sont les vaccins des autres laboratoires? Eh bien, voilà, Sanofi développe 2 vaccins différents, l'un à partir d'ARN messager, l'autre en utilisant une technologie déjà employée pour l'un de ces vaccins contre la grippe commercialisé sous la marque Fluboloc aux États-Unis. Ce dernier est en phase 3, la dernière avant la commercialisation qui inclut plusieurs milliers de patients et ils espèrent en décembre avoir des résultats donc tout début 2021. Les États-Unis ont conclu un contrat d'achat pour 100 millions de doses et l'Europe pour 200 millions de doses de ce vaccin-là. L'Institut Pasteur, lui, a développé plusieurs vaccins, développe plusieurs vaccins et le plus avancé est un vaccin construit à partir du vaccin contre la rougeole modifié pour exprimer un des antigènes du SRAS-CoV-2, la protéine Spike, la clé du virus pour entrer dans nos cellules. L'Institut Pasteur a conclu un accord avec le groupe américain Merck pour le développer ce vaccin. Ces essais cliniques ont démarré en août, mais il ne verra pas le jour avant au moins 1 an. Le laboratoire AstraZeneca utilise lui comme vecteur un virus à l'origine de banal rhume. Un essai clinique a été lancé au mois de mai et les résultats de phase 3 portent sur 30 000 personnes. Les résultats sont attendus pour le mois de décembre 2020,
Donc finalement, c'est le laboratoire le plus avancé. Alors Arnaud Bazin, je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise, doit-on rendre les vaccins obligatoires? Et si oui, pourquoi? Et puis si les gens ne le font pas, quelles sanctions? Je parlais tout à l'heure de l'individualisme forcené qui caractérise un peu notre société en ce moment. Évidemment, c'est une notion qui va éclairer les éléments de réponse à cette question. D'abord, un vaccin obligatoire, pourquoi? Pour faire quoi? Je pose la question pas dans le sens où on recherche l'objectif de recherche d'immunité collective, mais si on met une obligation en face, cela suppose qu'il y ait une sanction, en quelque sorte. Quand on dit que les 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants, ils sont obligatoires pour rentrer en collectivité. Si vous n'avez pas fait vacciner votre enfant, vous ne pouvez pas l'emmener à la crèche, vous ne pouvez pas l'emmener à l'école maternelle. Donc là, on voit la balance. Il est évident que si on dit que le vaccin est obligatoire, ça ne suppose pas que la police ou les gendarmes aillent vous chercher chez vous pour vous amener à l'hôpital ou vous faire vacciner de force. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Donc moi, la première question que je pose à ceux qui disent que ce vaccin devra être obligatoire, comment est-ce qu'ils envisagent cette obligation? Quelles conséquences de la non-vaccination? Puisqu'on ne pourra pas obliger les gens à être vaccinés. Surtout qu'on nous dit aujourd'hui, mais ça n'est qu'en l'état de la connaissance du vaccin, que 50% des Français ne voudraient pas se faire vacciner. Je ne peux pas leur donner tort. Aujourd'hui, je viens de le dire, on est dans une phase de communication, ça n'a pas grand-chose à voir avec la science. Il faudra qu'il y ait des gens, des experts reconnus qui amènent des études bâties scientifiquement et incontestables pour qu'on puisse prendre des décisions sérieuses là-dessus. Cela dit, des vaccinations, même si elles ont des taux de complications extrêmement faibles, n'en sont jamais complètement indemnes. Dans ce pays, il y a une cinquantaine d'années, on vaccinait encore contre la variole et il y avait des enfants qui en mouraient. Mais on trouvait ça normal de vacciner contre la variole. Il y avait très très peu, c'était des accidents très rares mais qui arrivaient parce que leur système immunitaire était insuffisamment développé pour répondre à la vaccination et qui faisait une maladie très grave. Mais on trouvait ça normal parce qu'il y avait un risque de variole et qu'il y avait une conscience de l'intérêt général que c'était indispensable que tout le monde soit vacciné parce qu'une maladie terrible, très très contagieuse, avec une mortalité alors là, considérablement plus élevée que la Covid. Donc chaque époque a sa vérité, chaque société a sa conscience du risque et puis sa conscience de son devoir de citoyen aussi. Quand on se vaccine ou quand on porte un masque, c'est pas tant soi qu'on protège, c'est qu'on participe à une œuvre collective, puisqu'on coupe les circulations virales. Et que certains y participent en prenant un risque, même s'il est minime, alors que d'autres s'en affranchissent, c'est quand même c'est un sujet d'éthique aussi. Donc, que d'une certaine façon les vaccins soient obligatoires ne me choque pas, puisque tout le monde doit s'engager au nom de l'intérêt général et contre cet individualisme dont vous avez certainement compris qui commence à me hérisser assez sérieusement, surtout quand je compare à ce qu'ont fait nos prédécesseurs, ce qu'acceptaient nos grands-parents, nos parents. Donc là, il y a un vrai sujet. Maintenant, la vraie question, je la repose, c'est obligatoire. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Pour qui? Voilà, il faut rentrer dans tous ces détails-là. Et l'enfer est souvent dans les détails, comme chacun le sait. Autre sujet à l'ordre du jour, si vous voulez bien, Arnaud Bazin. Je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise, membre de la Commission des finances, que vous présidez le comité déontologique du Sénat. Et le sujet, c'est votre rapport sur la solidarité, insertion et égalité des chances que vous avez rendu avec votre collègue Monsieur Bocquet. Donc, quel est-il, ce rapport? Quel constat? Alors, quelques phrases pédagogiques très très brèves pour expliquer ce qu'est ce rapport. La Commission des finances du Sénat, comme celle de l'Assemblée nationale, examine chaque année le budget de l'État, qui est le projet de loi de finances, donc, et il y a un découpage en quelque sorte de ce projet de loi de finances en grandes missions. Il y a la mission pour la défense, l'éducation nationale, etc. Chacun comprend à partir de ça. Et donc il y a une mission qui s'appelle Solidarité, insertion, égalité des chances, qui représente 26 milliards d'euros cette année, donc c'est une mission extrêmement importante. Et
Elle est constituée pour les grandes masses financières de l'allocation adultes handicapés pour plus de 10 milliards d'euros et la prime d'activité, dont on a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, si vous vous souvenez, pour 10 milliards d'euros aussi. Voilà. Il y a aussi des mesures de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes qui sont d'un montant assez faible dans cette mission, puisque ce sont des mesures très spécifiques, mais cette cause de la défense des femmes contre les violences conjugales, elle est aussi prise dans d'autres ministères, évidemment, donc dans d'autres missions. Vous allez la retrouver au ministère de l'Intérieur avec les personnels dédiés dans les commissariats et les gendarmeries pour accueillir les femmes victimes de violences. Vous allez la retrouver au ministère du Logement avec l'hébergement qui représente des sommes aussi très très importantes, l'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences dans des structures très spécifiques pour les protéger, etc. Donc nous avons l'ensemble de ces sujets. Alors nous avons observé cette année principalement une stabilité des crédits. Je pense que toutefois c'est un budget par temps calme, sans augmentation particulière, alors qu'on est en retrait de 2 milliards, non pas par rapport aux crédits qui avaient été votés l'année dernière, mais par ceux qui ont été effectivement dépensés cette année, parce que sont intervenues depuis les mesures d'aide et de prévention vis-à-vis de nos compatriotes en situation de précarité, de grande pauvreté, avec les 150 € dont vous avez entendu parler, plus les 200, je crois, plus 150 € par enfant à charge. Ça va représenter Absolument. une dépense importante cette année, en 2020, et elle n'est pas prévue l'année prochaine. Je pense que nous sommes dans une situation telle qu'il faudra y revenir. Donc nous avons souligné ce fait. Bon, moi j'ai à titre personnel voté les crédits. Mon collègue qui fait le rapport avec moi, qui est un sénateur communiste du Nord, ne les a pas votés, mais nous avons partagé exactement le même diagnostic. Après, moi je les ai votés au titre qu'il faut bien payer l'allocation adulte handicapé et la prime d'activité, évidemment, mais en attirant l'attention sur le fait que probablement ça ne suffira pas. Donc c'est un budget par temps calme. Le petit budget sur la prévention des violences faites aux femmes a augmenté avec l'arrivée de la nouvelle ministre, Madame Moreno. Il est passé de 30 à 40 millions avec des actions pour traiter notamment les auteurs de violences, pour assurer leur suivi psychologique. Nous avons salué ce geste. Maintenant, c'est dans les autres ministères et dans les autres missions que cela se joue, puisque les crédits pour l'hébergement des femmes victimes sont manifestement insuffisants. Il a été annoncé 1000 places créées, mais elles n'étaient pas suffisamment financées. On en annonce encore 1000 nouvelles. Nous serons très attentifs à la façon dont elles seront réellement financées, puisqu'on considère que pour que des places soient vraiment efficaces, elles coûtent à peu près 50 € par jour, parce qu'il y a non seulement l'hébergement, mais il y a tout le suivi social, psychologique, judiciaire, etc. Donc ça coûte assez cher. Et les premières places qui avaient été créées ont été sur la base de places de simple hébergement à 25 €. D'autre part, ces femmes qui sont victimes ne peuvent pas être mises dans des structures d'hébergement classiques au milieu de populations standards, parce que là, leur sécurité n'est pas assurée. Il faut que ça soit vraiment dans des lieux uniquement dédiés à cet accueil-là, avec une sécurisation vis-à-vis des auteurs de violences, évidemment. En plus, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans tout ce secteur de la solidarité, de l'insertion et l'égalité des chances, il y a toutes les associations qui essayent de venir en renfort des budgets de l'État et qui c'est très important. Est-ce que c'est une économie chiffrée ? Je l'avais chiffré avec mon collègue Éric Bocquet dans notre premier rapport de contrôle il y a 2 ans sur l'aide alimentaire, uniquement sur cette partie-là. Et nous avions évalué, je crois, de mémoire à 1,5 milliard cette économie-là, en valorisant 500 millions d'euros que je vous évoquais tout à l'heure, de bénévolat de tous nos concitoyens qui s'investissent dans les Restos du Cœur, dans le Secours populaire, dans la Croix-Rouge, etc. Donc c'est une économie extrêmement importante. Sur l'aide alimentaire cette année, je n'en ai pas parlé, nous allons aussi être très attentifs, parce que là c'est un peu technique, mais on va changer de régime dès 2022. Il y avait un fonds européen spécialement dédié à l'aide aux plus démunis. Il va se retrouver maintenant dilué dans le Fonds social européen nouvelle mouture. Et là, il est très important, comme je vous disais, que la participation européenne à l'aide alimentaire dans le budget de l'État est de 80%. Il est essentiel que la France sache capter ses financements et les utilise correctement. Donc, et comme nous voyons monter, selon les sites, les besoins d'aide alimentaire de 20 à 40%, 20 à 40% en ce moment, dès maintenant, oui. On peut penser que ça va malheureusement durer et peut-être s'aggraver l'année prochaine, quand
considérant la situation économique et sociale. Donc là-dessus, nous allons aussi être très attentifs. On va voter les crédits en attendant. Les associations de tête de réseau restent financées à peu près correctement. Il y a eu quelques efforts faits par le gouvernement. Mais après, ce sont les denrées qu'il va falloir financer. En plus, vous savez que certaines utilisent la collecte, d'ailleurs à cette période de l'année habituellement, c'est-à-dire qu'ils se rendent à la sortie des hyper et des supermarchés et les Français donnent des denrées. Maintenant, ça va être très compliqué à organiser, si tant est qu'on y arrive, et puis le rendement ne sera sûrement pas le même si on y arrive. Donc il y a beaucoup de sujets qui arrivent sur l'aide alimentaire auxquels on va être attentif. Donc 1,5 milliard, ça c'est la valeur de cette économie solidaire, oui, dans notre pays chaque année. Quels sont les autres points du rapport dont vous pouvez nous faire part, Arnaud Bazin? Sur le rapport, je rappelle, solidarité, insertion, égalité des chances. On a évoqué beaucoup de sujets déjà. On n'a pas parlé des personnes handicapées, que c'est le handicap, un gros sujet. Évidemment très très important. Vous savez qu'il y a eu une augmentation de l'AAH sans qu'elle puisse toutefois atteindre le niveau du seuil de pauvreté. Et il y a eu 2 mesures de rabot en même temps du gouvernement qui reprenaient d'une main ce qu'il avait donné de l'autre. La première mesure, c'était la suppression d'un complément spécifique de cette allocation. Je ne rentre pas dans les détails. Et finalement, il a été maintenu pour ceux qui y avaient droit jusque-là pour 10 ans, mais il n'y a plus de nouvelle entrée. Donc en fait, il y a des personnes qui aujourd'hui devraient, si on avait maintenu l'ancien régime, toucher davantage que ce qu'elles ont aujourd'hui, et peut-être se rapprocher justement, sortir du seuil de pauvreté, ça ne sera pas le cas. Et puis deuxièmement, il y a une convergence de ce qui est pris en compte avec le RSA. Je m'explique, c'est un petit peu confus et j'en suis désolé, mais quand vous avez un conjoint qui a des ressources, c'est pris en compte pour vous attribuer votre montant de RSA et c'est pris en compte aussi pour votre AAH si vous y avez droit. Les associations de personnes handicapées ont toujours milité pour qu'on ne prenne pas en compte les ressources du conjoint, considérant que ce n'était pas une ressource que c'était pas juste, en fait, d'aide sociale à proprement parler, parce qu'au titre de l'aide sociale, on prend en compte les ressources du ménage, que ça n'était pas juste puisque c'était lié au handicap de la personne. Bon. Malheureusement, ça n'a jamais été décidé par aucun gouvernement, il faut être honnête, et puis c'est un coût financier qui n'a jamais été assumé, et puis aujourd'hui, ça serait un choix politique de l'assumer, mais c'est dans un contexte quand même financier très très difficile que ça se ferait. Mais non seulement on prend en compte les ressources du conjoint, mais autrefois, on allait jusqu'à 2 fois le montant de la hache, et maintenant on converge vers 1,7 comme pour le RSA. Donc en fait, c'est une baisse finalement du montant de l'allocation à adulte handicapé. Voilà, ce qui fait, en fait, il y a eu une hausse de l'âge de base, mais ils n'en profitent pas parce que c'est raboté par la prise en compte des revenus du conjoint. Pour faire simple, je crois que c'est comme ça qu'il faut l'exprimer. Voilà, donc ça nous l'avions dénoncé il y a 2 ans et maintenant ça se met en place et voilà, c'est un fait. Donc dans 10 ans, il n'y aura plus de subvention. Alors il n'y aura plus de complément d'AH, et puis l'effet de rabot de la convergence vers les prises en compte des ressources du conjoint va limiter aussi l'effet. Bien sûr, et donc du coup, il n'y aura pas... Donc on a une AH relativement stationnaire cette année, à plus de 10 milliards d'euros quand même. Donc c'est quand même un budget évidemment important aussi pour la France. Alors l'égalité des chances, quelles sont les mesures Alors, dans notre mission, c'est uniquement envisagé du point de vue égalité homme-femme. Donc essentiel. Alors, il y a quelques mesures qui relèvent strictement de l'égalité, mais c'est surtout encore une fois la prévention des violences, donc avec le financement des associations tête de réseau, le financement des dispositifs d'aide à la sortie de la prostitution aussi pour les personnes prostituées. Ça a été très long à mettre en place d'ailleurs ce dernier volet. C'est pas encore mis en place de façon satisfaisante parce que ce que nous avons mis en évidence aussi avec Éric Bocquet, c'est qu'il n'y a pas une administration là pour le coup centrale solide et il y a des moyens en région qui sont extrêmement limités. Pour le droit des femmes en région, ça doit être 2 ou 3 ETP en région et 1 ETP dans chaque préfecture. Et on leur demande énormément de choses, parfois même des injonctions un peu contradictoires à ces personnes. Il y a beaucoup de postes qui sont vacants, il y a des burn-out, donc on a une vraie faiblesse là, administrative pour le coup, dans la mise en œuvre. Alors sur certains territoires ça fonctionne par la qualité, la compétence et l'engagement des personnes, mais dans d'autres ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc on a un problème d'homogénéité, plutôt d'hétérogénéité de la mise en œuvre de cette politique sur les territoires. Je parle du droit des femmes et notamment
des dispositifs de mise en œuvre de sortie de la prostitution. Et pour ça aussi, on a besoin des associations qui sont spécialisées, parce que ça demande des compétences très particulières. Et là aussi, il faut pouvoir les financer sur chaque territoire, sur chaque département. Donc c'est une mesure compliquée, effectivement, on a bien compris. Autre domaine d'études dans votre giron, Arnaud Bazin, je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise, c'est le sujet, en tout cas, animal et société. Alors, où en est le groupe d'études sur ce thème? Est-ce que ça reprend ou est-ce que c'est à l'arrêt? Et quel était l'objectif? Est-ce que vous pouvez le rappeler aux auditeurs, s'il vous plaît? Alors techniquement, les groupes d'études au Sénat, c'est au mois de novembre qu'ils vont se reconstituer, donc maintenant, parce qu'il y a eu un renouvellement sénatorial, et tous les 3 ans, on revoit donc et à la fois les commissions permanentes, les groupes d'études, les groupes d'amitié, etc. Donc ça, c'est du fonctionnement administratif du Sénat. L'objectif, c'est quand je suis arrivé au Sénat, j'ai constaté, il y a donc 3 ans, que nous n'avions pas de structure dédiée à la réflexion sur ces questions, animal et société. Il y a un groupe d'études sur l'élevage, mais plutôt technique, tandis qu'à l'Assemblée nationale, il y avait un groupe d'études sur ces questions. Ces questions sont régulièrement abordées dans les grands médias. Nos concitoyens y sont de plus en plus sensibles. Il y a même un parti animaliste qui présente des candidats aux élections. Et puis nous avons des sujets qui ne sont pas des sujets, allez, je vais être très caricatural, mais de sensiblerie animale, mais des sujets d'importance économique et sociale, notamment tout ce qui a trait à l'élevage et au désintérêt maintenant. J'allais vous le dire, les grands élevages en voie de poulets, les pauvres dans ces grands hangars. Évidemment, il y a des sujets de ce genre. Des sujets épineux quand même. Il y a aussi la mutation de l'agriculture aux attentes de la société. Maintenant, vous avez de plus en plus dans les jeunes des véganes ou des jeunes qui ont le souci de consommer moins de viande, peut-être mieux de viande. Il y a des initiatives économiques intéressantes avec un étiquetage bien-être animal à l'initiative de la fondation de Louis Schweitzer, l'FDA, en lien avec des supermarchés. Vous avez une grande inquiétude du monde de l'élevage à laquelle il faut répondre. On a énormément de questions de ce type qui vont bien au-delà du strict aspect animalier. Donc il fallait qu'on puisse réfléchir sur ça. Moi, mon objectif, il est très simple. Je pense que quand on fait des progrès dans les rapports entre l'homme et l'animal, dans le respect des conditions d'élevage, dans la dignité de l'animal, en fait, c'est de la dignité humaine dont on parle. C'est un progrès moral humain. Donc, à notre époque, on n'a plus tellement ce souci-là affirmé au niveau politique, qu'on a besoin encore de faire des progrès moraux dans nos façons de nous comporter. Alors, pas seulement pour les animaux, il y a d'autres domaines. Donc celui-là en est un, et je pense que c'est sous cet aspect-là qu'il faut l'envisager. Mais ça ne peut pas être sous la forme simpliste qu'on entend régulièrement, on va interdire ceci, on va interdire cela. Si on interdit, par exemple, comme ça a été évoqué, tout élevage intensif, c'est-à-dire sans accès à l'extérieur. Formidable, on dit, d'abord c'est un peu plus compliqué que ça, parce que techniquement, ça ne se règle pas du jour au lendemain, mais admettons qu'on fasse ça, et qu'on continue à importer des produits animaux de l'Europe, ou de pays tiers de l'Europe, élevés dans des conditions lamentables. Déplorables. Qu'est-ce qu'on aura gagné? Qu'est-ce qu'il nous dit le consommateur? Il nous dit, je veux qu'on traite bien les animaux. Bon, il dit, je suis prêt à payer un peu plus cher. Et quand on regarde après comment il se comporte, ben on a des surprises quand même. Il y a le déclaratif et il y a la réalité. Si vous acceptez 8% de plus du prix de votre poulet, ben il est un petit peu mieux traité, c'est vrai. Mais si vous voulez qu'il soit à peu près correctement traité, c'est 20 ou 30% de plus. Et là, on regarde le comportement du consommateur quand il fait ses courses dans les bacs au supermarché. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc on doit avoir aussi une grande prise de conscience là-dessus. Je pense qu'il faut que notre élevage évolue vers davantage de bien-être animal, qui doit être vraiment vérifié, mais il faut aussi que le consommateur il soit cohérent jusqu'au bout et qu'il paye le juste prix de ce qu'il a demandé. Et aujourd'hui, par les effets des marchés internationaux, on est aussi inondé de produits animaux à bas prix qui sont... Alors en plus, je parle, même si on laissait le bien-être animal de côté, il faut quand même savoir qu'on importe de la viande de pays étrangers, notamment de ruminants, qui sont élevés avec des facteurs de croissance qui sont interdits dans notre pays. C'est ça aussi les accords internationaux. C'est ça. Donc ça va très loin tout ça. Donc c'est pas quelque chose qu'on règle en claquant dans les doigts, mais c'est
c'est des sujets qui doivent être dès maintenant mis sur la table et auxquels nous devons réfléchir. Donc ce sont des sujets très riches et ça m'intéresse énormément, vous vous en doutez. Donc on compte sur vous pour mener à bien ce groupe d'études et que les réflexions aillent dans le bon sens, parce qu'en plus, au niveau, comme on le disait, au niveau de l'étiquetage également, parce que vous dites les produits qui sont industriellement fabriqués où la viande est contenue, là non plus, on ne sait pas d'où provient la viande, on ne sait pas d'où, si l'animal a été bien traité, là aussi il y a tout un travail de réflexion, j'imagine. Et aujourd'hui, si vous voulez être sûr d'acheter de la viande d'un animal qui a été étourdi avant sa mise à mort, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, c'est cette question. Moi, je crois beaucoup, en effet, au progrès que nous pourrons faire grâce à l'étiquetage. Mais, encore une fois, il va falloir avoir aussi une action de communication très forte vis-à-vis des consommateurs pour qu'ils soient cohérents jusqu'au bout. Je défends. Moi, je ne suis pas un abolitionniste. Je suis tout à fait en faveur de la consommation de la viande et d'un élevage responsable dans notre pays. Il faut que nos éleveurs gagnent leur vie. Bien sûr. On ne peut pas leur demander de fabriquer à perte, ça c'est pas possible, ça ne dure pas. Et il faut d'autre part que le consommateur soit informé, cohérent, informé grâce à l'étiquetage et cohérent dans son comportement d'achat. Moins de viande, certainement. On peut très bien vivre avec beaucoup moins de viande, en ayant d'ailleurs recours à des protéines végétales, que notre agriculture n'est pas en état de fournir actuellement de façon satisfaisante. Là aussi, il y a des mutations envisagées. Moins de viande, mais mieux de viande d'animaux, donc élevés dans des conditions dignes qu'on a. Et donc on en a bien besoin, et on a bien besoin de défendre et nos agriculteurs et nos éleveurs, bien entendu. Merci Arnaud Bazin. On va changer de sujet si vous voulez bien. Je vous propose de rejoindre Pascal Boniface, notre expert international, et bien sûr, cette fois, sur le thème du monde selon Biden. Après l'élection de Joe Biden, qu'est-ce qui va changer dans la diplomatie américaine et donc dans l'état du monde, puisque les États-Unis restent encore la première puissance mondiale. Il va y avoir effectivement une amélioration du climat. Donald Trump, pendant les 4 ans qu'il a été à la Maison-Blanche, s'est attaqué à l'ensemble des institutions multilatérales, UNESCO, accord de Paris sur le climat, accord sur le nucléaire iranien, Organisation mondiale du commerce, etc. Il n'a pas arrêté de porter des coups et son renouvellement pour 4 ans aurait certainement été fatal au système international. Et puis il était très brutal, très arrogant dans son expression. Joe Biden va amener un peu de calme, va amener un peu de courtoisie et va plus respecter à la fois ses différents homologues et en même temps les institutions. On peut dire que le climat international va être apaisé et que les leaders autoritaires qui s'étaient un peu glissés dans le sillage de Donald Trump pour faire à leur tour des attaques contre le système multilatéral, auront la tâche moins facile. Donc oui, il va y avoir une amélioration indéniable du climat international lorsque Joe Biden va arriver à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui ne va pas changer par contre? Eh bien, c'est l'hostilité et la rivalité avec Pékin. Elle est structurelle. Ce n'était pas un choix partisan de Donald Trump, même si bien sûr on sait qu'il avait accéléré, amplifié cette opposition lorsque la crise du Covid-19 a éclaté et qu'il a montré qu'il ne pouvait pas vraiment la gérer en cherchant un bouc émissaire. Mais au-delà des déclarations à l'emporte-pièce de Trump, la rivalité entre Pékin et Washington, elle est structurelle parce que c'est tout simplement la rivalité pour la suprématie mondiale. Aujourd'hui, au fur et à mesure, Pékin rattrape Washington en termes de PIB. Alors, Pékin, la Chine n'a pas tous les moyens de la puissance qu'ont les États-Unis, mais il y a un rattrapage. Et ce rattrapage est vécu de façon extrêmement douloureuse par les États-Unis. Et donc le fait de voir dans la Chine un rival, non seulement sur le plan stratégique, mais également sur le plan économique, ce que n'a jamais été l'Union soviétique du temps de la guerre froide, mais également sur le plan technologique, ce qui a été peut-être l'URSS sur le plan militaire, mais pas sur le plan civil. Donc la compétition entre Pékin et Washington est tous azimuts, et l'effet de rattrapage, il est très fort. La Chine pesait 10% du PIB américain en 2001 lorsqu'elle est rentrée dans l'OMC. Elle en fait aujourd'hui près de 70%. Et c'est bien sûr dans cette perspective que les Américains vont demander l'aide des Européens. Ils vont demander aux Européens de se solidariser en disant qu'il faut une alliance des démocraties contre le régime autoritaire chinois.
et le régime communiste chinois. Que feront les Européens? Certains seront tentés de suivre les Américains, mais d'autres pourront dire non, faisons d'abord valoir nos intérêts. Bien sûr, il sera plus facile pour Biden de demander l'aide des Européens que Trump, qui à la fois les insultait et en même temps les appelait à l'aide pour lutter contre la Chine. Biden n'insultant pas les Européens, ceux-ci seront plus tentés de suivre les États-Unis. Mais la bataille pour la suprématie mondiale n'est pas le problème de l'Europe. Nous, notre problème, c'est de défendre nos intérêts et de le faire au mieux possible. Et donc, il faut que, face à la Chine, l'Europe défende ses propres intérêts, qui peuvent être parfois convergents avec les ennemis, mais qui ne le sont pas toujours. Et donc, il faut avant tout que l'Europe cesse effectivement de faire preuve de naïveté, non seulement à l'égard de Pékin, mais également à l'égard de Washington, et défendre avant tout ses propres intérêts, et pour cela, il faut tout d'abord les définir. Ceci pose la question de l'autonomie stratégique européenne. Celle-ci a progressé au cours des derniers mois, de façon assez significative. Bien sûr, pour la plupart des pays européens, la protection américaine reste quand même essentielle et ils ont du mal à voir l'Europe comme un acteur global dans un monde très chaotique et un monde très dangereux. Mais cette idée a progressé. Alors, il y a une tentation chez certains de dire, bon, maintenant qu'on a un nouveau président aux États-Unis, un président plus ouvert sur les questions européennes, qui ne pense pas que l'OTAN est obsolète, qui va vouloir le revivifier, peut-être que finalement abandonnons les projets d'autonomie. On a vu que la semaine dernière, la ministre allemande de la Défense a dit que les projets d'autonomie stratégique devaient s'effacer face à la solidarité et la protection américaine. Tout le monde ne pense pas comme ça, y compris en Allemagne. Il y a des progrès vers l'autonomie qui ont été faits en Allemagne, surtout que l'autonomie ne veut pas dire hostilité, même opposition aux États-Unis. Autonomie, c'est juste le contraire de la dépendance, rien de plus. Les Européens risquent de se rendre compte assez rapidement que, même si une fois encore, Joe Biden est plus courtois que Donald Trump, il défend avant tout les intérêts des États-Unis et que les États-Unis sont parfois un compétiteur économique par rapport à l'Union européenne, que Biden ne va pas démanteler la législation extraterritoriale américaine, il ne va pas démanteler l'envie un peu des États-Unis d'être un empire. Dans un tweet récent, où Stefan Walt disait qui va entourer le président Biden? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient opposés à la guerre d'Irak, des gens qui étaient opposés à l'intervention en Libye, des gens... Non, en fait, on va retourner un peu à la tradition d'hégémonie libérale des États-Unis qui était présente déjà sous Obama et sous Clinton et qui parfois s'est opposée directement aux intérêts européens. Donc l'enjeu, en fait, c'est de continuer, tout en maintenant bien sûr l'alliance avec les États-Unis, de progresser vers l'autonomie européenne, une fois encore, qui ne veut pas dire opposition, qui veut dire non-dépendance. Biden va revenir dans l'accord de Paris sur le climat, peut-être qu'il va réintégrer l'UNESCO, il va arrêter les coups de boutoir contre le système onusien, il pourra effectivement rétablir la place des États-Unis au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Tout ceci est positif, il faut s'en réjouir. Par contre, pour l'accord sur le nucléaire iranien, ce ne sera pas immédiat. Peut-être qu'il va chercher à redéfinir un nouvel accord avec les Iraniens. Les dirigeants iraniens sont rassurés de ne plus avoir à la Maison-Blanche quelqu'un qui veut les faire tomber en les étranglant économiquement, en misant un peu sur le chaos. Mais pour autant, ce ne sera pas évident pour Biden de restaurer tout de suite des liens avec l'Iran, parce que l'Iran a mauvaise presse aux États-Unis, dans l'ensemble du pays, au-delà des seuls cercles républicains. Au Proche-Orient, peut-être prendra-t-il quelques distances avec l'Arabie Saoudite. Obama l'avait déjà fait à l'époque, et le bilan de l'Arabie Saoudite en termes de protection des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme n'est pas très bon, mais il ne va pas bien sûr rompre avec ce pays. Aucun président américain ne l'a jamais fait. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, s'est félicité de l'élection de Biden en disant qu'ils allaient travailler. Il se fait des illusions. Il se fait des illusions. Biden sera peut-être moins militant pro-israélien, mais il ne fera pas de pression sur Israël pour mettre fin à la colonisation. Obama lui-même y avait renoncé. D'ailleurs, Obama avait fait des concessions à Israël en augmentant l'aide économique américaine à Israël en échange de l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, on aura peut-être effectivement un président Biden qui sera moins militant anti-iranien, moins militant pro-israélien, mais qui ne changera pas la relation entre Israël et les États-Unis. Et il est très douteux que la cause de la création d'un État palestinien avance au cours de son mandat. On va donc avoir un climat plus apaisé, le système multilatéral peut respirer, mais attention, les États-Unis ne vont pas devenir une puissance multilatéraliste. C'est un président jugé multilatéral, Bill Clinton, qui avait déclaré que les États-Unis étaient la seule nation indispensable.
l'unilatéralisme fait partie de l'ADN de la politique étrangère américaine. Il est bien sûr plus vibrilionnaire lorsque c'est George Bush ou Donald Trump, mais il est en moins existant lorsque c'est Clinton et Barack Obama. Il ne va pas disparaître avec Joe Biden. Il faut être lucide, ne pas se faire d'illusions. Les choses vont aller mieux, mais nous allons quand même rester avec des États-Unis qui voudront quand même continuer à vouloir imposer leur agenda, leur point de vue. Ils le feront de façon plus habile d'ailleurs que Donald Trump, mais ils ne vont pas venir à une politique totalement multilatéraliste. Pour la France, il y a un enjeu parce qu'il est probable que les États-Unis vont privilégier l'Allemagne. Le premier voyage de Kennedy, le premier voyage de Nixon à l'étranger était pour la France, pour le général de Gaulle. Il est douteux que le premier voyage de Biden soit pour la France. Il sera probablement pour l'Allemagne et donc les États-Unis vont essayer de privilégier l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Mais la France a des atouts à faire valoir. Elle doit continuer à travailler sur l'autonomie stratégique européenne et convaincre les États-Unis que ceci n'est pas dirigé contre eux, mais que d'avoir une Europe plus autonome, plus forte, peut aller dans le sens des intérêts américains pour essayer de stabiliser le monde. Il y a tellement de conflits, tellement de chaos qu'une Europe qui soit un acteur global n'est pas du tout contre l'intérêt américain, mais pourrait au contraire renforcer leur propre intérêt pour un monde plus stable. Voilà, c'était donc le commentaire, l'analyse, j'allais dire, de Pascal Boniface, directeur des relations internationales et stratégiques, l'IRIS donc. Et donc c'était Le Monde selon Biden, d'après Pascal Boniface. Alors Arnaud Bazin, beaucoup de sujets bien sûr ont été évoqués au cours de ces quelques minutes. Alors on a parlé donc, peut-être on peut parler des élections américaines bien sûr, de la naïveté européenne, de l'autonomie européenne, et puis on sait que pour l'Allemagne, le partenaire économique numéro 1, on sait que ce sont les États-Unis. Et oui, parce que le président change aux États-Unis. Enfin, on peut penser qu'il va changer. Le président Trump veuille faire de la résistance. Non, sérieusement, il va changer, mais les intérêts des États-Unis restent les mêmes. Mais en effet, ça a été souligné dans ce reportage, la question des lois extraterritoriales américaines, c'est un sujet fondamental, qui est une arme fantastique contre nos intérêts économiques, et pas seulement contre ceux de la Chine, mais aussi contre ceux de l'Europe. Alors, devant ce défi, je pense qu'il faut quand même se réjouir qu'on fasse de nouveau, qu'on ait des contacts avec un président des États-Unis qui soit civilisé, qui soit prévisible, qui soit ouvert à au moins la discussion, ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'est un premier point. En plus, pour la démocratie en général et pour l'Occident, si on veut envisager cette notion en termes démocratiques, c'est quand même une bonne chose que un personnage comme Donald Trump ne soit plus en responsabilité, même s'il faudra prendre en compte le fait qu'il a rassemblé plus d'électeurs que lors de sa première élection et que ce pays est, comme le nôtre d'ailleurs, profondément fracturé. Donc il faudra être attentif à tous ces éléments-là en termes de politique étrangère. Maintenant, l'Europe, qui est le premier marché du monde, quand même, doit évoluer, comme ça a été indiqué aussi, vers son autonomie, ce qui n'est pas une notion hostile aux États-Unis, mais être un vrai partenaire et pas en situation de dépendance. Il n'est pas évident aujourd'hui, selon les analyses les plus fréquentes, que beaucoup de pays européens soient dans cette perspective. Donc là, il y a un vrai rôle de la France à jouer. Le pays pivot pour faire cette évolution vers l'autonomie stratégique, ça ne veut pas seulement dire militaire, c'est aussi en termes de recherche, de capacité économique, de monétaire, etc. Eh bien, c'est l'Allemagne, le pays pivot. Donc, encore une fois, ça nous renvoie au fameux couple franco-allemand, sans lequel rien ne peut se faire en Europe et qui doit tout entraîner derrière lui. Et le positionnement de l'Allemagne vis-à-vis de la nouvelle administration américaine et son positionnement vis-à-vis des progrès européens sont tout à fait essentiels. Il faudra suivre ça de très près dans les mois qui viennent. Merci Arnaud Bazin. Alors, j'avais envie de vous demander, que pensez-vous du vote à distance ou numérique, comme on l'a vu donc aux États-Unis? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait l'implémenter en France? Alors, comme c'est régulièrement rappelé, c'est une modalité qui a eu cours il y a quelques décennies, à laquelle il a été mis fin. Je ne me souviens pas exactement des détails, ça mériterait qu'on regarde d'ailleurs pour des questions. Personnellement, je ne l'ai jamais connu. Non, ça ne me dit rien non plus, mais enfin, on peut regarder.
Moi, je suis un peu réservé vis-à-vis de tout ça. Alors, c'est vrai qu'on a un problème démocratique et que la désaffection des électeurs pour les urnes doit nous interpeller très très vivement, nous les élus, que ce soit locaux ou nationaux d'ailleurs. C'est un fait. À côté de ça, dans le déroulement des élections elles-mêmes, nous avons fait des progrès considérables en matière d'honnêteté, de transparence. Moi, je suis plutôt tout jeune peut-être, je suis sexagénaire maintenant, mais j'ai souvenir d'élections dans ce département qui s'étaient passées dans des conditions quand même très particulières, dans certaines municipalités où on partait joyeusement avec les urnes sous le bras pour aller les compter tranquillement à l'abri des regards indiscrets, éventuellement de bourrer les urnes aussi, ça se faisait, éventuellement de relever, dans ma première élection à Persan, les élus municipaux en charge à l'époque avaient relevé les votants pour aller chercher les absents directement chez eux. J'avais fait mettre fin à cette pratique et du reste j'ai été élu à cette occasion-là à ma première candidature. Enfin bon, il y avait des choses pas terribles quand même. Et j'ai le sentiment qu'à de très rares exceptions près, on a fait litière de tout ça. De même, les campagnes électorales étaient parfois émaillées d'incidents violents. On mettait des affiches partout, on souillait l'environnement gaillardement. Tout ça, c'est fini. C'est quand même un acquis. Peut-être que c'est la conséquence d'un moindre intérêt aussi, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, on a assaini considérablement les mœurs électorales dans ce pays. Alors, les plus jeunes ne peuvent pas s'en souvenir, mais il faut le rappeler. Voilà. Alors, est-ce que... Vous disiez que vous n'étiez pas pour le vote à pour distance le ou vote électronique. à distance, est-ce qu'il va nous garantir la totale indépendance du votant à ce moment-là? Est-ce que quand on met son bulletin dans l'enveloppe, on n'est pas à côté de quelqu'un qui vous a motivé, surveillé, etc. C'est une vraie question quand même. C'est ce que je dénonçais tout à l'heure à travers le fait d'aller chercher les gens qui n'avaient pas voté en pointant la liste électorale. Là. Voilà, ça m'inquiète quand même beaucoup. Ça. Parce que techniquement, la technique est au point, en fait. On pourrait le faire, puisque on fait bien nos impôts techniquement, tous... c'est vérifiable. Moi, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, il puisse y avoir des problèmes. C'est plutôt sur l'indépendance du votant. Vous savez, où on fait passer aujourd'hui dans l'isoloir, après avoir pris au moins 2 bulletins, on veille à ce que le rideau de l'isoloir soit bien tiré. Tout ça, c'est pas pour rien quand même. C'est pour être sûr qu'au moment où la personne vote, elle le fait en totale indépendance. Là, on renonce quand même à cette certitude d'indépendance. Et moi, ça me dérange beaucoup. Donc vous n'êtes pas pour, j'ai bien compris. Alors justement, continuons à en parler de démocratie, si vous voulez bien. En France, on a bien vu les élections européennes, on a tous, américaines, je veux dire, on a tous été éberlués par cette campagne électorale. En France, on gère par ordonnance en ce moment. La commission paritaire Sénat, Assemblée nationale, où en est-elle? Y a-t-il un déni de démocratie s'il nous reste 5 minutes d'antenne, Arnaud Bazin? Il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est celui des ordonnances. Au Sénat, nous ne cessons de nous élever contre le recours trop important aux ordonnances. D'ailleurs, dans beaucoup de textes qui nous sont soumis, et ça a été le cas sur l'état d'urgence sanitaire, nous avons proposé des rédactions d'articles qui ne rendent plus nécessaire le recours aux ordonnances. C'est-à-dire que le sujet qui devait être traité par ordonnance, on l'a traité dans l'article. Après, au gouvernement et à l'Assemblée de se positionner là-dessus. Donc il y a beaucoup, beaucoup trop d'ordonnances actuellement, même si la justification avancée à chaque fois est liée à l'urgence sanitaire, notamment, ou l'urgence économique et sociale. Le Parlement, il se réunit en permanence, on peut sans cesse légiférer, remettre l'ouvrage sur le métier si nécessaire. Donc il ne nous paraît pas sain pour la démocratie, puisque c'est le sujet que vous soulevez, d'avoir ce recours abusif aux ordonnances. La Constitution le permet, c'est pas pour autant qu'il faut en abuser. Voilà, premier point. Ensuite, il y a le respect du Parlement, globalement, qui est affecté par ce recours aux ordonnances, mais aussi par la non prise en compte des apports du Sénat. Jusqu'à très récemment, jusqu'à l'actuelle mandature du président de la République, de mémoire, je dirais qu'à peu près 60% des apports du Sénat étaient retenus dans les textes finaux. Donc on était dans une co-construction de la loi. Alors sur certains sujets, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, ça c'est normal. Les options politiques des uns et des autres, et une majorité s'exprime, mais globalement, 60% des cas, il y avait des apports du Sénat. Aujourd'hui, on est tombé beaucoup plus bas, et on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des consensus qui donc ont vocation à s'exprimer à la commission mixte paritaire, qui évite de retourner en deuxième lecture, ou qui évite, après la deuxième lecture, de donner la priorité à la décision de l'Assemblée nationale.
Donc les deux chambres n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et nous sommes d'ailleurs parfois très surpris que sur des points qui devraient faire consensus, on nous refuse nos apports. On est d'autant plus surpris que parfois, ces apports qui nous ont été refusés, donc au crédit du Sénat, entre guillemets, politique, parce que ça fait aussi partie du jeu politique, de pouvoir dire après que nous avons amélioré les textes et participé à une meilleure rédaction de la loi, ou surtout des mesures qui en découlent pour les Français dans leur quotidien, eh bien on les voit revenir sous forme de projet de loi du gouvernement ou de proposition de loi de la majorité à l'Assemblée nationale. Donc on perd beaucoup de temps. Ça, c'est très agaçant parce qu'on vous refuse quelque chose, histoire de ne pas le mettre à votre crédit, et on veut le faire revenir après au crédit des autres forces politiques. C'est assez misérable quand même, c'est mesquin, et ça agace beaucoup les sénateurs et le président du Sénat. Merci beaucoup Arnaud Bazin, je rappelle que vous êtes sénateur du Val d'Oise, d'avoir été aussi franc avec nous aujourd'hui. Vous pourrez retrouver cette émission bien sûr sur notre chaîne YouTube et puis sur notre nouvelle plateforme barredeleconomie.fr. En tout cas, merci d'avoir bravé la pandémie, d'être venu jusque dans nos studios aujourd'hui. On va vous souhaiter à tous un très bon week-end. Je vous retrouve bien sûr dès lundi matin. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, portez votre masque. Ciao, ciao.